Donc, bonjour tout le monde. Je suis Arthur, je suis du Java User Group, enfin plutôt JVM User Group, parce qu'on va parler de Kotlin, pas vraiment de Java, mais ça compile d'ailleurs sur une JVM. Juste une idée du public, est-ce qu'il y en a ici qui font de l'Android, par exemple? Bon, on parle de Kotlin, mais c'est du Kotlin serveur, donc ça ne va pas du tout être de l'Android. Vous allez être perdu, donc je préfère le dire avant. Mais on va parler surtout Java, JVM. Donc pour ceux qui ont fait du Spring, on va parler de framework web. Donc je vais vous présenter une technologie qui s'appelle Ktor, qui est un framework 100% en Kotlin. Donc moi, je fais du Kotlin depuis à peu près 2016, à l'époque où c'était vraiment bien de faire moitié Kotlin, moitié Java. Regardez, j'utilise une librairie Kotlin avec Java. Depuis, ne faites plus jamais ça. C'est vraiment l'erreur de maintenance à faire. Ça ne fonctionne pas. C'est un enfer à maintenir et à migrer par la suite. Actuellement, je suis tech lead à Desjardins depuis 2022 sur tout ce qui est produits applicatifs de sécurité physique. Et je suis aussi cofondateur d'une petite entreprise qui s'appelle Le Temps d'Infu. Alors, pas du tout d'IT, c'est mon échappatoire, on fait de la location de machines à bière. Donc, si vous avez des événements, vous avez envie d'avoir des machines à bière qui vous refroidissent ça en moins de 2 minutes, ben voilà, vous savez, vous pouvez m'appeler. Dans le niveau de l'agenda, je vais te présenter Ktor, mais aussi un petit module qui s'appelle Expose. Puis je ferai un bilan de toutes ces technologies, parce que j'ai un service qui tourne déjà avec ces deux outils à Desjardins depuis quelques temps. Donc je vous ferai un bilan un peu personnel, mon ressenti vis-à-vis de ces technologies. Donc Ktor, c'est un framework qui est fait par JetBrains. Donc JetBrains, je pense, c'est assez connu. Kotlin, JetBrains, voilà, IDE, IntelliJ, tout va ensemble. Donc déjà, on a une galaxie de frameworks JVM qui existe depuis très très longtemps, que ce soit Spring, Play Framework, Quarkus, Micronaut, Dropwizard, Struts. C'est un peu les frameworks qu'on retrouve principalement dans le milieu Java, Spring étant la part de marché la plus grosse. C'est plus de 80% des frameworks JVM qui sont utilisés, c'est du Spring pour le développement. Mais il y a des petits facteurs qu'on commence à entendre. Micronaut un peu moins, Quarkus, oui, on l'a beaucoup entendu avec GraalVM. Mais voilà. Le petit point négatif, c'est qu'ils sont presque tous compatibles Kotlin. Officiellement, dans leur documentation, il y a du Kotlin, mais la code base, elle est Java. Et elle ne va pas forcément utiliser les sucres syntaxiques ou les améliorations que Kotlin peut amener. Et des fois, on va se retrouver à avoir des choses qui vont être des fois un peu anti-pattern. Donc, c'est le reproche qu'on pourrait leur avoir. Un petit bingo. Les avantages de Kotlin, est-ce que vous vous en souvenez ou vous vous rappelez? Est-ce que vous en avez en tête déjà? Je prends les inspirations de n'importe. Vas-y. Bon, clairement, le premier, hein, tu l'as trouvé, c'est le null safety. Donc, le fait que Kotlin, on est obligé de dire si un type est nullable ou pas. Le gros avantage, c'est que les NPE sont censés disparaître avec ça. Plus de null pointer, vous savez si votre variable est nulle ou pas. Et Kotlin va vous dire si vous êtes en train d'appliquer une fonction sur quelque chose de nul, ça ne fonctionnera pas, ça ne compilera pas. C'est un gain énormément de stabilité à utiliser vis-à-vis de Java. C'est concis aussi, moi je le mets comme un avantage. Je trouve que le côté moins verbeux, l'auto-inférence de type, ça apporte beaucoup sur la verbosité et la lisibilité de Kotlin. Je trouve que c'est quelque chose qui a un grand avantage, surtout dans la maintenance, donc emborder aussi de nouvelles personnes, avoir un code lisible et concis, je trouve que ça apporte beaucoup de valeur de ce côté-là. Aussi, la chance qu'on a, c'est que JetBrains n'a pas été avare sur leur collection standard, que ce soit tout ce qui est opérateur de transformation de tableau, collection, que ce soit en multithreading ou du RPC. Ils ont recréé tout un écosystème de librairie Kotlin 100% qui est vraiment intéressante et très complète, qui est vraiment un plaisir à utiliser et surtout très bien documenté. Et ça, c'est un vrai plaisir. Bon, j'ai mis ça un peu en retrait, mais l'interopérabilité Java, c'est pas facile à dire. Elle est quand même existante, elle est quand même avantageuse. Si la librairie est un peu obscure et qu'en Java, elle fonctionnera en Kotlin, il n'y a pas de souci avec ça. Je peux même la surcoucher pour faire un peu des coroutines, ce genre de choses. En parlant de coroutines, justement, est-ce que les coroutines, ça vous dit quelque chose dans le langage Kotlin? Ouais. Pour refaire rapidement, c'est des threads logiques arrêtables à n'importe quel moment. En fait, Kotlin, à partir du moment où on déclare une fonction comme systemDevel, il va ajouter comme un callback à la fin dans le niveau de la compilation JVM pour lui dire, à partir du moment où tu fais un truc d'IO qui va être, par exemple, un appel à une base de données, un appel réseau ou une computation externe, tu vas arrêter ton thread et redonner la balle au thread principal et je te rappellerai quand le résultat est revenu. Ça permet de libérer de la consomme des ressources CPU, ça permet d'avoir du multithreading bien plus efficace. Et l'avantage, c'est que vu que c'est inclus directement dans le langage, on n'a pas besoin de dire, comme on peut avoir Spring, des monoflux, ça va me retourner quelque chose plus tard. Non, c'est du langage impératif. Pas besoin de wait, pas besoin de rien. La fonction s'arrêtera et puis ça reviendra naturellement. C'est les avantages des coroutines.
Puis le dernier qui est un peu oublié, c'est que le fait qu'en Kotlin, on puisse dire que par exemple, notre dernier argument d'une fonction est une lambda, on peut complètement l'exclure de l'appel de la fonction et puis juste ouvrir les accolades et puis mettre un bloc carrément de code à la suite. Ben, si on fait en sorte d'avoir plein de fonctions qui sont juste des appels de lambda en paramètres, on se retrouve avec un DSL, un peu à la façon où HTML est un DSL de XML, mais on se retrouve avec quelque chose qui est assez lisible et qui permet d'exprimer un arbre syntaxique. Donc, c'est quand même un bon outil pour faire du DSL. Bon, c'était le balayage un peu de Kotlin. On va venir un peu sur Ktor. Bah, à l'origine de Ktor, il y avait deux projets web Kotlin qui étaient en mode on va essayer de faire quelque chose qui est 100% Kotlin. On avait Kara qui était basé sur la philosophie de Ruby on Rails et Wasabi qui était lui basé sur la philosophie d'Express.js. Donc vraiment deux inspirations assez différentes. Et Ktor a été initié par Ilya Ksenkov, qui s'est inspiré des deux projets et dit on va essayer de faire quelque chose, un outil simple qui va montrer que Kotlin et l'écoroutine, c'est efficace, on a des gains avec, et on va réussir à faire quelque chose. Et donc, ces deux développeurs JetBrains, ils ont joué avec. C'était vraiment leur petit projet, leur pet project. Ils avaient une demi-journée, je crois, par semaine pour faire des choses avec. Et le but, c'était d'être un showroom un peu, regarder Kotlin, ce que ça sait faire. Puis, ils le font évoluer dans leur temps libre. Donc, ils ont décidé de faire ça. Sauf qu'il y a eu un petit succès un peu surpris, c'est qu'ils ont publié ça, puis il y a une petite communauté qui commençait à avoir un peu de traction, ça a été intéressant. Et puis voilà, on se retrouve avec Ktor, qui est quand même le quatrième, enfin, en soi le troisième framework le plus utilisé en langage JVM, selon en 2023, State of Developer Ecosystem. Donc Quarkus qui est un peu au-dessus, et Ktor à 3% quand même. C'est quand même pas rien, quand on voit que le mastodonte qui est Spring Boot au-dessus prend presque toutes les parts de marché. Et surtout, j'ai mis JetBrains Space. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce produit de JetBrains. Leur idée, c'était de faire une plateforme intégrée de développement. On se retrouvait avec un peu à la GitLab, un repo Git, pull request, le CI avec l'outil JetBrains, je ne sais pas le nom, c'est tout quelque chose. Et aussi d'avoir du chat, d'avoir un système de documentation intégré. Ils voulaient vraiment faire un space de code. Bon, malheureusement, ils ont annoncé cette année que ce produit est abandonné. Donc voilà. Mais l'idée, c'est que Space, c'était la fondation de Ktor, et qu'ils vont utiliser Ktor pour faire JetBrains Spaces, pour faire tout le back-end et tous les systèmes derrière de JetBrains. Et donc, ça a été une preuve de concept aussi que ça fonctionne sur des systèmes distribués et à plus grande échelle. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi un tel succès? Donc là, on va rentrer un peu dans les avantages. C'est qu'ils ont décidé de partir dans une option complètement différente de Spring. Spring, souvent, ça va être les conventions par-delà la configuration. Je mets par exemple un jar dans mon ClassPass Java, il va détecter ce jar, il va aller voir s'il y a des autoconfigurations, oui, je vais l'inclure dans mon lancement, je vais prendre tout ça. Donc Spring va être vraiment, je découvre tout mon écosystème et tout de suite j'installe, je prends en place. C'est un peu magique, des fois on ne sait pas comment ça fonctionne dans son injection, mais c'est magique et puis il va venir chercher ça. Donc là, Kotlin, ils ont dit, nous on veut quelque chose qui soit simple, très léger, très modulaire. Si par exemple vous n'avez pas besoin d'avoir d'injection de dépendance, mettez pas le module. Si vous n'avez pas besoin d'avoir de sérialisation de JSON, mettez pas le module. On va faire ça sous forme de module et vous prenez exactement les petites briques, les petits blocs qui vous intéressent. Et puis, étant en Kotlin, la configuration des modules, elle va être très simple, elle va être en Kotlin en DSL. Puis, vu que les coroutines sont un peu la base de cet exemple qui était Ktor, le moteur web par défaut, c'est CIO, donc Coroutine IO, qui va être 100% fait pour les coroutines, donc réactive, avec du suspend quand je vais me connecter à la base de données, quand je vais faire d'autres appels HTTP. Donc, une performance accrue avec un gain de CPU là-dessus. Pas un gain de vitesse, parce que les coroutines, ça accélère pas les appels réseau, mais ça permet d'avoir un CPU qui traite plus de demandes. On peut néanmoins utiliser d'autres moteurs, parce que pour le but de Ktor, c'est que ce soit adopté et puis que les gens apprennent leur module, donc ils prennent aussi leur moteur web. Jetty, Netty, Tomcat, Servlet sont tous supportés et peuvent tous fonctionner avec. C'est natif et ça fonctionne très bien. Donc, comme je disais, c'est surtout pas de magie. C'est-à-dire que ce que j'ai configuré, c'est ce qui va être dans mon serveur. Si c'est pas configuré, même s'il y a le jar, s'il y a tout ce qui est autour, ça fonctionnera pas. Vous l'avez pas installé, vous l'avez pas déclaré auprès de Ktor. Et puis, ça reste performant, c'est-à-dire que si je sais exactement ce que j'ai besoin de chaque petite brique, chaque petit j'ai juste besoin du JSON, j'ai juste besoin d'avoir un peu de gzip, de compression, je prends mes modules, c'est beaucoup plus efficace que d'avoir un peu une grosse boîte à outils qui contient tout, mais j'en utilise que la première tiroir.
les performances, souvent au démarrage, j'arrive à avoir des performances au-delà des 2 secondes, voire même 1 seconde au démarrage de serveur. Donc, il commence presque à rentrer aussi en cas d'usage du serverless pour démarrer des fonctions as a service. Gros avantage, c'est qu'il est compatible GraalVM pour ceux qui veulent jamais en faire du function as a service, et aussi Kotlin native. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est que la roadmap de Kotlin, elle quitte un peu les JVM, elle commence à partir vers tout ce qui est compilation native, parce que forcément, Google et Android est un gros apporteur d'utilisateurs Kotlin. Et il y a eu beaucoup d'avantages à aller chercher. Je fais ma logique à faire, je fais un module Kotlin, et je vous aimerais bien qu'il soit compilé en Swift, en Kotlin, en JVM, et puis pourquoi pas en autre chose. Donc, ils sont en train d'aller vers de la compilation native. Ktor est compatible, ça dépend des OS encore, c'est encore vraiment alpha. Mais bientôt, on pourrait par exemple faire un web server, un .exe, qu'on a mis sur un Windows ou un DMG pour Mac, puis compiler en natif tout ça. Alors, le dernier point qui a son importance, c'est la différence entre Ktor Server et Ktor Client. Ils ont décidé de séparer leur outil en 2 branches très particulières. Ktor Client, c'est un client web. Si vous avez fait un peu du REST template ou des choses comme ça en Spring, c'est l'équivalent en Ktor, un client. Il est basé sur les mêmes couches logicielles, mais c'est vraiment un client HTTP web ou serveur ou WebSocket ou peu importe, qui supporte les coroutines et qu'on peut utiliser un peu de partout. Le serveur, c'est vraiment la partie exposition d'API et ainsi de suite. Au niveau starter, ils ne sont pas allés chercher beaucoup d'inspiration bien loin, ils sont allés du côté Spring, avec un starter où on va prendre des petits blocs qui nous intéressent. Donc, vous avez le site web qui est assez pratique, où vous avez la documentation, vous prenez vos petits blocs et puis vous générez un petit zip à la fin. Sachant que, étant donné que c'est JetBrains, ce même module est directement intelligible. Vous sélectionnez Ktor comme nouveau projet et puis vous allez sélectionner vos modules et il va tout faire pour vous. Ou à la main, de la main, c'est toujours aussi agréable de prendre, là c'est un exemple d'implémentation, mais chaque module, je vais les prendre à la main avec un plugin Gradle au-dessus qui va gérer toute la version et qui va l'emmener. J'ai quand même besoin de faire quelques petits disclaimers avant de commencer. C'est que moi, je dis Ktor, c'est Ktor, j'évolue entre les deux. Souvent, je suis un peu entre les deux langages, les 2 langues. Et j'ai un projet de démo. Ça devait être un live coding. Puis après, on m'a dit que j'avais moins de 2 heures. Donc, ça va être un live showing. Je vais vous présenter le projet final. Et c'est basé sur les Pokémon. Alors, je vais avoir besoin de vous. On va faire un petit test qui va être assez fun. On va faire le Pokérap. Il faut savoir Londres. C'est qui? Alors, on va y aller. C'est qui celui-là? Pikachu. Ça va, c'est facile. Donc, Pikachu, bien joué. Attention. Ouais. Et c'est celui-là? Ah, pardon. Voilà, on vient d'avoir les 200 cloches et que les Pokémon en France ont été traduits. Donc moi j'ai grandi avec ce nom traduit de Salamèche, mais Charmander ici au Québec. Le dernier, c'est juste pour me faire rire. Rondoudou, Jigglypuff, voilà, les noms sont vraiment. Mais voilà, ça fait rire souvent les 2 camps de savoir qu'on a nommé les Pokémon différemment. Donc effectivement, moi je vais utiliser les noms français, donc je m'excuse. Je reste fidèle à mon enfance. Donc la démo est assez simple. Le but, c'est de faire un microservice qui permet de lister tous les Pokémon existants par ID, plus une route de Pokémon aléatoire. Je présenterai aussi un outil qui permet de faire une route sécurisée, un login pour ajouter et supprimer les Pokémon dans une collection. Mais je vais présenter le projet final, mais on va essayer de faire juste cette partie-là d'abord. Puis, niveau module utilisé, rien de bien compliqué, la sérialisation de Kotlin, leur librairie justement standard de sérialisation. Un peu de routing, de l'authentification, des sessions. Puis pour faire le site web, j'ai tout fait avec des templates Handlebars. Je n'ai pas envie de m'embêter avec Timeleaf ou des choses comme ça. Ils sont compatibles, ils ont des modules. Mais moi, j'ai juste pris les Handlebars et puis ça fonctionne très bien. Donc, on va aller chercher ça. Hop. Je vais me mettre comme ça et je ne le vois pas sur mon écran, c'est pas grave. Je vais regarder la taille est bonne. Parfait. Donc, comment ça fonctionne au départ un serveur Ktor? C'est assez simple. Un main dans lequel je vais définir que j'utilise le service Ktor. J'utilise mon engine qui est CIO. Voilà, on le voit. Ça pourrait être Jetty, ça pourrait être Netty, ça pourrait être autre chose. Et ensuite, je vais directement faire des fonctions d'extension. Donc ça, c'est une fonction pour ceux qui n'ont jamais fait de Kotlin. Je suis capable, à partir de Kotlin, de rajouter des fonctions à une classe déjà existante. Par exemple, si je prends une classe, on va prendre fun string. Je vais faire une fonction pour mettre pour faire en sorte de, je sais pas comment on pourrait dire,
On va essayer de refaire lowercase. Par exemple, je vais refaire to lower. Ben là, je suis capable de définir une nouvelle fonction que je pourrais utiliser dans tout mon code Kotlin, qui sera prêt sur n'importe quel string qui serait point to lower. Si là, je fais point to lower, ben, je pourrais l'accéder, par exemple. On la voit, elle est ici, elle est disponible. Donc, c'est extrêmement intéressant et ils ont décidé que ce serait comme ça qu'on définirait des modules dans Ktor en étendant la classe, l'objet principal qui est l'application Ktor, qui est ici. C'est vraiment l'objet central sur lequel tout va être déclaré. On peut voir que je fais des petites configurations, que ce soit du routing, du monitoring. Donc, par exemple, je veux aller configurer du logging de tous mes calls. Quand quelque chose rentre et que j'ai un ID, ben, je veux pouvoir l'afficher avec un level info. Là, j'ai configuré un module. Donc, on voit le mot-clé install ici, qui permet d'installer un module et le nom du module, forcément. Et après, la configuration dans le DSL Kotlin à l'intérieur. C'est très simple, c'est vraiment efficace. Si je prends d'autres plugins qui sont par exemple l'injection dépendance, pour ça j'ai utilisé Coin. Comme j'ai dit, il n'y a pas d'injection dépendance dans Ktor, c'est à vous de la faire. Ça reste quand même extrêmement simple. J'installe Coin, je mets un petit logger de dépendance, je me fais mon module, puis je me fais mon arbre d'injection à faire. Donc j'ai juste à déclarer les classes qui sont en singleton. Coin derrière va se faire un arbre de dépendance. Il va se dire, OK, alors mon Pokédex service, il a besoin de Pokémon service, user service. OK, donc il faut que d'abord je commence par celui-ci, et donc il va résoudre mon arbre et va rendre ça disponible dans l'intégralité de mon application, mes dépendances. C'est pas si compliqué au début quand on m'a dit faut que tu fasses ton injection de dépendance, j'étais un peu perplexe, mais c'est pas si compliqué avec ce genre de librairie, c'est vraiment très simple de se faire un simple arbre. Et voilà. Ça veut dire qu'il va instancier chaque service au démarrage de l'application. Ouais, et c'est lazy, c'est-à-dire que c'est au moment où tu vas demander le service. De base, c'est lazy dès le départ. C'est-à-dire si tu demandes le service, moment tu vas aller appeler la classe, elle va être injectée par Coin. Et c'est quand tu fais l'appel par Coin qu'il va aller faire son arbre et revoir tout ce qu'il a besoin. Puis s'il voit qu'un singleton était déjà déclaré, il le réutilise. L'intérêt, c'est que si tu vois ici ton Pokédex service, j'ai juste mis en constructeur ce que j'avais besoin. C'est lui-même qui comprend exactement quoi injecter à quel moment. Je n'ai même pas besoin de mettre d'annotation. Coin va faire tout ça pour moi. Pour ceux qui ont fait de l'Android, c'est aussi un framework qui est très utilisé, l'injection de dépendance en Android. Voilà, pour l'injection de dépendance, très simple. Pour revenir aussi sur tout ce qui est sécurité, donc j'ai dit que c'est un service avec une page web. Je vais peut-être pouvoir même le montrer. On va aller voir s'il est ici. Hop, on va aller voir localhost. Je vais le partager, ça arrive. Voilà. Ma page web pour voir mon Pokédex, qui est ici, elle est très simple et j'ai quand même besoin de me connecter. Et selon mon utilisateur, il m'a quand même retrouvé. Et puis si je retourne sur mon localhost, je fais un refresh, on voit que je n'ai pas besoin de me reconnecter. Donc il y a quand même un système de session qui a été mis en place dans Ktor. Comment tout ça fonctionne? Je suis allé configurer ma sécurité. J'ai juste dit, je me définis un objet de user session. J'utilise des fonctions d'encodage forcément pour un password qui soit encrypté et salt. Kotlin me donne des fonctions qui sont déjà préfaites pour ça. Et j'ai juste installé un module session où mon cookie va être un objet de type user session. Donc là, intérêt d'utiliser Ktor, c'est que la réification d'objets comme ça permet de garder de la généricité dans tout le fond. C'est ce qu'on appelle les reified. C'est vraiment un super outil pour garder son typage malgré des fonctions génériques. Donc là, je dis que je fais une session en mémoire, parce que j'aurais pu stocker dans un Redis, mettre un connecteur Redis, mais là, c'est vraiment dans la mémoire de mon serveur. Donc quand j'arrête, je perds ma session. Et pour définir mon authentification, la première, je définis ma session. Comment je valide qu'elle existe? Je vérifie que le user il est bien présent à la base de données. Mon challenge, si ça ne marche pas, je renvoie vers mon page login. Puis mon formulaire, là, je définis l'authentification par formulaire. Donc, je vérifie encore si l'utilisateur à la base. Ça ne marche pas. Je le renvoie vers le login. Donc là, j'ai juste installé un module d'authentification. Je lui dis, tu as une authentification de type qui s'appelle HotForm, une authentification qui s'appelle HotSession, puis elles ont été configurées. Si je ne les utilise pas, elles seront configurées, mais pas utilisées. Comment c'est configuré? On va aller au niveau, pas du routing, parce que le routing, ça, c'est vraiment... C'est comme les contrôleurs advice, c'est pour tout ce qui est exception, renvoyer, je fais des status page. Mais je vais aller voir ma structure qui est par feature. En fait, Kotlin, Ktor, en tout cas, on conseille de travailler par feature. Donc, il y en a qui travaillent vraiment à la Spring avec tout ça, un dossier contrôleur avec tous mes contrôleurs dedans, un dossier service, un dossier DAO. Eux, ils conseillent vraiment d'aller par module feature parce qu'on est capable d'assembler tout ça un par un. Donc là, par exemple, dans mes user root, c'est là où je vais déclarer, toujours application, je déclare un nouveau module. Je définis une injection de mon service par coin, c'est le point d'entrée de coin, il est ici justement. Et je vais aller dire, pour ma route login, il faut authentifier avec mon formulaire.
Et à partir de là, tout ce qui est dans le bloc sera dans le bloc d'authentification. On voit que le post ici n'est pas dedans, donc ça, le sign-in, eh ben, c'est vraiment une route qui est publique, qui est accessible par tous. Donc là, on voit un peu le DSL, comme je disais, à base d'accolades, où tout va s'imbriquer, et assez facilement, on retrouve les routes qui ont été créées. Là, on sent l'inspiration de l'ExpressJS. Si on va, par exemple, sur les routes de Pokédex pour avoir son Pokédex par utilisateur, on va vraiment retrouver ce concept de j'ai mon authenticate, ma route slash Pokédex, dans lequel je vais faire ma route slash ID, qui contient un get, et un post, et qui contient un delete. Donc, comme ça, on fait un arbre un peu rapidement de service. Et donc, assez simple. Derrière, je vais faire call.user pour récupérer le user, parce que authenticate me donne cette fonction. Et je peux aller chercher mes ID de ma route, récupérer les paramètres, les query params, tout ça. Et après, envoyer ça au service. Et à la fin, je réponds mon appel. Tout ce qui est ici, si vous regardez par exemple delete Pokémon, c'est une fonction de type suspend. Suspend, donc coroutine. Donc à partir du moment où une requête rentre, je suis déjà dans un contexte de coroutine Kotlin et j'ai déjà ce contexte qui est feedé à travers toute mon application. Je n'ai pas à gérer ça. Ici, tout ce code-là est asynchrone. Mais mon code, il est complètement impératif parce que je suis dans un contexte de coroutine qui s'occupe de la synchronicité pour moi. Et donc, je n'ai pas besoin de savoir si un appel base de données va derrière couper, va faire un thread qui va être en idle. Non, à chaque fois, s'il y a un appel base de données, mon thread va aller traiter autre chose en attendant qu'il y ait un retour et qu'un autre thread s'en occupe. Au niveau de la structure, donc on retrouve les services assez simples. Services de Pokémon, services avec les opérateurs. Donc là, par exemple, avec les find, les first, les maps. Très simple. C'est à peu près ce que j'ai à montrer à 14 parce que, comme je le disais, c'est quand même très, très simple comme service. J'ai pris mes modules, je les ai assemblés. Par exemple, je veux la content negotiation, je veux que ce soit du JSON. Moi, je choisis Kotlin X sérialisation, mais ça pourrait être JSON de Google, ça pourrait être Apache Jackson, ça pourrait être ce que vous voulez. Vous installez le module et vous configurez votre sérialisation. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici sur Ktor? Non? C'est correct? Vas-y. Est-ce que du coup, Ktor vient avec une liste de recommandations de plugins qu'on peut utiliser ou c'est vraiment je dirais le starter là où tu choisis tes modules. Si tu, par exemple, tu demandes le module pour avoir du WebSocket, des choses comme ça, et il va aller automatiquement, il connaît les dépendances de ce module, donc il va te construire vraiment ton package de base. S'il y a des choses manquantes, tu vas les trouver dans la documentation. C'est par exemple, mince, j'ai oublié de faire de la compression JZip dans mes appels HTTP, c'est un module. La documentation est extrêmement bien faite. Il y a vraiment eu un gros travail de documentation sur Ktor pour retrouver ces modules-là. Je pense que je peux la montrer rapidement, d'ailleurs, la documentation, si on va voir. C'est ktor.io. Autre chose qui est importante à dire, c'est que Ktor, oui, est fait par JetBrains, mais ils l'ont mis dans une licence qui fait qu'il ne pourra jamais devenir propriétaire. Ils veulent vraiment pas que le projet devienne propriétaire, qu'il puisse avoir un retour en arrière. C'est conçu pour être open source et ça le restera. Donc, quand je disais la documentation bien faite, on a ici vraiment la partie Ktor Server client, mais il nous accompagne dans le développement d'une application. Par exemple, si je veux servir des pages, si je veux servir de la sérialisation, il va vraiment nous dire la dépendance que tu as besoin, c'est celle-ci. Si tu veux par exemple utiliser du JSON et que tu veux utiliser JSON ou Jackson, il va vraiment nous dire chaque dépendance dont on a besoin, comment la mettre en place. Même du protobuf, si on a besoin, il est disponible. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment bien accompagné dans la documentation. Si tu retrouves avec de nouvelles choses que tu as besoin, il va t'aider et ils vont te dire exactement ce que tu as besoin. Ça va même au point où, si je dis je veux faire de l'OAuth, il va te dire, tiens, on va prendre l'exemple de Google et puis on va se créer une OAuth ensemble, de A à Z avec les scopes, ainsi de suite. Il t'accompagne vraiment dans la façon dont tu configures ton application. Donc, on va pouvoir reprendre. Je repris du début, c'est pas grave. Donc, le Pokédex, c'est ça, c'est un projet très simple, disponible sur GitHub. Vous pourrez regarder un peu à l'explorer dedans. Je donnerai le lien à la fin. Maintenant, c'est bien beau, mais comme j'ai dit, j'ai des users, j'ai un Pokédex, j'ai des choses à utiliser qui seraient bien dans une base de données. Et c'est un côté qui manquait un peu à Ktor. Et donc, ils ont sorti un module qui s'appelle Exposed. Donc, on va saupoudrer un peu tout ça avec une base de données, avec ce module-là. Qu'est-ce que c'est Exposed? Déjà, ça a été fait directement par le CEO de JetBrains, parce qu'apparemment, être CEO à JetBrains, on s'ennuie un peu. Donc, il a décidé de tester les fonctionnalités de Kotlin et puis de voir s'il était capable de faire des choses avec. Puis, il a dit, pourquoi je ne ferais pas un outil pour les bases de données en Kotlin directement? Un module un peu à la JPA ou Hibernate. Ça a longtemps été considéré comme un projet purement interne. Il a été publié assez récemment.
Et même si vous allez sur l'étiquette GitHub, JetBrains a des moyens de classifier leurs projets. Il y a une étiquette marquée Internal Project, mais il est en voie de devenir un projet qui sera plus large, plus public. Donc, c'est en voie de stabilisation et d'amélioration, ce projet. Donc, il est encore un peu jeune comparé à Ketor. Qu'est-ce que ça fait, en fait? C'est que ils voient ça, ils disent que c'est une librairie de bases de données en général, parce qu'il est compatible avec toutes les bases de données, mais il s'utilise soit comme une librairie pour faire des requêtes SQL de façon syntaxiquement à Kotlinesque, je dirais, soit comme vraiment un ORM. Il est capable d'être les deux. Il est un peu hybride. Donc, il apporte tout ce qui est intéressant avec un outil de base de données, que ce soit des connection pools, le JDBC, les drivers habituels. Et puis, il donne tous ces outils-là pour faire des requêtes en base de données. L'un des points négatifs, c'est qu'il n'est pas encore disponible pour les coroutines. C'est-à-dire qu'on a une surcouche autour de JDBC, donc c'est-à-dire encore en bloquant. Mais dans la roadmap, en tout cas de 2026, le R2DBC, Reactive 2DBC, va arriver comme nouveau module. Et là, les coroutines pourront prendre tout leur plein usage. Et puis, comme Ketor, complètement modulaire, c'est-à-dire qu'on va prendre des modules qui m'intéressent pour utiliser la base de données. Si par exemple, je n'ai pas besoin de stocker des datetime, je n'ai pas besoin d'avoir les colonnes de type datetime, donc je ne prends pas ce module. Donc, j'allège mon code et j'allège mes configurations. Puis, vu que c'est un outil simple, les modules peuvent être créés très facilement. Donc, j'ai dû créer une module parce que j'avais besoin de datetime stocké dans un time zone différente. Je me suis fait ma propre type de colonne assez facilement avec ça. On va faire un peu un retour en arrière. Hibernate JPA, qui est la version quand même la plus connue. En tant qu'ORM, on va déclarer nos classes comme des entités avec Attentity, qu'on va rendre serializable. Et on va utiliser après Hibernate de deux façons, soit avec des annotations, donc add query, par exemple, où on va directement mettre notre paramètre qui va être pris comme magiquement dans notre fonction. Il va voir que name va correspondre au premier paramètre, il va faire avec un peu de magie, ou même encore plus puissant avec la convention de nommage. Donc, si on met remove by name, la fonction va être déduite du nom de la fonction SQL, bien sûr, et ainsi de suite. Exposed, oui, il a le côté ORM, un peu comme on a vu avec Hibernate. Donc, on va créer un object. Object, ici, le mot-clé, ça veut dire juste que c'est un singleton en termes Kotlin, auquel on va étendre de la table ID table. Et donc là, on va décrire une table SQL, une table de base de données. On va donner des colonnes. Donc, par exemple, que ma colonne name, c'est un varchar, ma colonne create Pokémon est un varchar. Et derrière, selon le dialecte qui a été utilisé, qui a été détecté de la base, il va adapter ça au SQL attendu dans la base de données, que ce soit du Postgre, du Azure SQL ou MariaDB. Mais comme je disais, c'est aussi une librairie SQL. Quand je vais aller faire mes requêtes, je peux très simplement aller faire un select all avec where, et puis dedans une lambda à la Kotlin où on va aller mettre un opérateur. Donc je veux par exemple tous mes Pokémon qui s'appellent Charmander, ou supprimer mon Pokémon qui s'appelle Charmander de façon très simple et avec un langage qui est très proche de ce que Kotlin nous propose habituellement. Donc tous les opérateurs sont définis déjà dans Expose, puis tous les sélecteurs aussi. Un exemple d'utilisation en mode DAO, je vais créer une table Pokémon là, que je vous ai présentée, sur lequel je vais lui ajouter une entité. Donc, classe Pokémon avec ID l'ID est hérité de la table. Donc, vraiment, on va avoir la table et la ligne. En fait, c'est vraiment deux objets différents dans ce sens-là. Et on dit que mon entité va hériter des colonnes de la table. Donc, ce que vous voyez, c'est le by, là, c'est de la délégation de properties à la Kotlin. Assez simple. Je définis juste que j'ai créé un objet Pokémon qui hérite d'une table existante. Et derrière, on va pouvoir faire des requêtes assez simples à partir de mon objet, donc Pokémon.find, pour essayer de retrouver des Pokémon liés à ces entités, ou même l'entité, une fois qu'elle est disponible, Expose va toujours l'écouter. Si par exemple, je vais prendre que je modifie mon nom de Pokémon, j'ai mon entité, je récupère mon entité de la base, j'ai mon objet, et je lui modifie une propriété. Si je suis dans le contexte d'une transaction, il va automatiquement faire l'exécution du update. Mon objet, il est mutant en fait. Dès que je modifie, il va être modifié en base instantanément parce que Expose apporte tout ce système de cache aussi. Une fois que mon entité est dans le cache, si je la modifie, elle va être modifiée en la base derrière. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir des choses comme ça. Donc là, j'ajoute une base de données pour mon cas d'utilisation de Pokédex. Donc mes utilisateurs vont avoir un Pokédex qui est lié par une foreign key, user ID.
Puis j'ai une liste de Pokémon que je vais cacher dans la base parce que l'API que j'utilise, qui est gratuite, je n'ai pas envie de faire trop d'appels dessus. Ils sont gentils déjà de donner les API gratuites. Et une table de liaison, parce qu'un Pokémon peut être dans plusieurs Pokédex, mais un Pokédex a plusieurs Pokémon, donc table de liaison obligatoire. Puis j'ai envie d'ajouter une petite complexité, une double clé primaire, parce qu'on aime ça. C'est logique dans ce contexte-là, mais souvent c'est difficile à configurer dans les ORM d'avoir des doubles clés primaires. C'est de la configuration en plus. Donc on va aller voir ce que ça donne. On reprend notre code. Donc Exposed, comme je dis, est assez simple. Juste une initialisation au démarrage, database.connect. Donc ici, derrière, c'est un Docker qui tourne, et c'est un Postgre en Docker. Et à partir du moment où j'ai fait ce database.connect, comme j'ai dit, il y a une sorte de cache générale dans l'application. Cet objet sera disponible dans toutes les transactions que je vais déclarer. Quand j'utilise un bloc de transaction, à partir d'ici, tout ce qui est exécuté dedans, c'est du SQL, il est capable de l'exécuter, et j'ai ma base de données qui est injectée. On peut avoir du multibase de données. Donc là, je pourrais très bien dire en transaction, entre parenthèses, nommer ma connexion. Donc je pourrais avoir du multidialecte, je pourrais avoir plein de choses. Ici, j'ai qu'une seule base, donc je n'ai même pas besoin de la donnée. Donc là, l'un des intérêts aussi, c'est qu'il donne des utilitaires. Par exemple, vu que j'ai décrit mes objets directement avec Expose, j'ai fait mes tables, il est capable de me dire, écoute, je sais faire la diff entre ce qu'il y a dans la table, puisque tu as fait dans ton code, je peux appliquer ces modifications. Donc ici, le Create Missing Tables and Columns, il va faire un peu un flyway, c'est-à-dire qu'il va venir voir mon schéma, il dire, ça tu l'as rajouté, ça tu l'as enlevé, ça t'a fait des choses, je vais mettre à jour la base de données pour qu'elle corresponde au code. Bien sûr, il faut essayer de ne pas casser des choses. Si vous faites un delay de cascade, ça ne va pas bien aller. Mais il est capable quand même d'aller faire une maintenance quand même de schéma et d'aller faire des choses qui fonctionnent bien. Dans la roadmap de Exposed, ils veulent prendre en charge quand même Flyway, de pouvoir générer automatiquement les scripts de migration depuis Exposed et de les placer dans le répertoire pour qu'après Flyway se lance et voit des scripts de migration. Comme ça, on garde une traçabilité des rollbacks. C'est en cours de développement, donc ça va être intéressant quand ce sera disponible. Puis là, très simplement, je crée un utilisateur de base s'il n'existe pas, donc je le recherche avant, et puis je lui crée un Pokédex. C'était juste histoire d'avoir un utilisateur principal initialisé. Au niveau des Pokédex, par exemple des Pokémon des Pokédex, on peut aller voir ici que j'ai fait une seule objet. Donc je déclare ma table ici, donc une table Pokémon qui contient le nom, le cri, puis son sprite. Et puis derrière, je déclare son objet. Puis il y a une fonction que je rajoute qui permet de le transformer en DTO. Depuis mon DAO, parce que finalement, ma classe Pokémon ici est un DAO. Et à partir de là, j'ai déclaré une table, j'ai déclaré un objet, une entité, que je vais pouvoir utiliser par la suite dans mon domaine, assez simplement. Donc, si je vois mon Pokémon Service, par exemple, je veux récupérer un Pokémon, je vérifie s'il est dans la table. S'il ne l'est pas, je le récupère de mon service. Puis, je vais faire un Pokémon.new pour le garder en cache dans la base. Pokémon.new, ici, me renvoie un objet Pokémon. En fait, il m'ouvre directement l'objet Pokémon, on voit le vis, et il va me permettre d'avoir un objet que je pourrais utiliser. Donc, si je fais valp égale, voilà, mon Pokémon est déjà renvoyé, il est déjà dans la base, puis je pourrais très bien lui ajouter des choses. Il est déjà intégré, il est déjà envoyé. Tout ça parce que je suis dans un contexte de query, donc DB Query ici, qui est un contexte avec un Sixpend. C'est une extension que moi j'ai créée pour faire une surcouche de coroutine autour de tout ça pour que ça reste quand même asynchrone. C'est à peu près ça. Par exemple, pour supprimer des Pokémon dans le Pokédex, je pense que si on va ici, Pokémon Pokédex, il est là. Le service, le delete, pareil, très simple. Je prends le user, je récupère le Pokémon, le Pokédex qui est lié, puis je modifie la collection. En fait, la méthode la plus simple, c'est de récupérer la collection, d'enlever un élément, puis de réappliquer ça sur l'objet, donc juste de resetter la valeur. Puis lui, il va voir qu'il y a une différence et il va mettre ses nouvelles collections comme les nouvelles valeurs dans la base de données. Donc, assez efficace, assez simple, juste dans mon contexte de query, et puis j'exécute mes queries à l'intérieur. C'est à peu près tout ce que j'avais montré avec Expose. La dernière chose que je peux vous montrer, c'est Ktor, mais en format client. C'est-à-dire là, j'appelle mon API qui est pokeapi.co, qui contient les API. Donc là, un peu à la façon Ktor, je déclare un HTTP client, je mets un module qui s'appelle default request pour lui donner une URL qui est par défaut et qu'il va utiliser. Je définis que je veux que ce soit en JSON et puis qu'il ignore mes clés qui sont absentes. Donc là, très simplement, je configure mon builder. Puis derrière, je fais mes appels client.get, .body, puis il fait la conversion en mon body et puis c'est terminé. Même le client Ktor, à l'utiliser, des fois, je trouve plus simple que REST template de Spring. Et d'ailleurs, les deux cohabitent. Il y a une documentation Spring qui dit comment utiliser Ktor client à la place de REST template, si ça vous intéresse. Voilà. Je vais revenir un peu à la présentation.
Je vais faire le bilan maintenant. Je vous ai présenté tout ça. Moi, j'ai un service qui tourne depuis 2023 chez Desjardins avec Ktor et Expose. Donc, après un an en production, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que Ktor est très mature. J'ai vraiment pas eu de soucis avec le framework. La documentation est bonne, la communauté est bonne aussi. Il y a beaucoup de réponses sur Stack Overflow. Puis le U-Track de JetBrains permet vraiment de suivre les features et ils sont vraiment avides de feedback. Par exemple, il y a un qui avait déclaré, je crois, il y a un an, qu'il aimerait bien avoir du server sentiment natif dans Ktor. Et ça a été implémenté dans les dernières versions qui viennent de sortir. Donc, ils font quand même un bon suivi. Par contre, Exposed, ça fait longtemps que la roadmap n'avait pas été mise à jour. Le service était un peu entre deux eaux. Et on se retrouve là avec une nouvelle roadmap qui a été publiée, une team officielle JetBrains qui a été montée autour de cet outil. Et donc, on commence à avoir un peu d'amour sur le framework et ça commence à devenir vraiment intéressant. Puis, on peut retrouver finalement toutes les fonctionnalités des autres frameworks. Donc, c'est un avantage, mais aussi un inconvénient. Parce que l'avantage, c'est qu'on dit, on peut y aller dessus. Mais aussi, pourquoi j'irais sur Ktor si ça fait la même chose que les autres. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la simplicité de l'outil. Le fait que ce ne soit pas verbeux, que ce ne soit pas magique, justement, dans la philosophie de je configure juste ce que j'ai besoin. C'est très intéressant et c'est très adapté pour des projets qui démarrent et qui peuvent prendre de l'expansion. Pas de surprise, tout est dans le code. C'est aussi quelqu'un qui découvre la code base, qui veut voir un peu commencer à monter en charge, il verra ce qui est configuré, ce qui est exécuté. Il n'y a pas de magie de framework derrière, il n'y a pas de Spring, il n'y a pas de choses comme ça. Puis, en vrai, c'est très fun à utiliser. Ça, c'est quand même un avantage. C'est qu'on aime avoir du fun quand on va dans les nouveaux frameworks et Ktor l'est assurément. On arrive à des choses très rapidement à prototyper. Moi, quand je vous dis que le service a un an de production, on a commencé le code. En un mois plus tard, on livrait en production le service. En un mois, on a réussi à développer un service complet pour la sécurité physique. Donc, c'est la preuve qu'on gagne en productivité un petit peu avec. Pour aller plus loin, je vous conseille quand même tout ce qui est d'aller voir les Kotlin Conf, parce que forcément, JetBrains met beaucoup de conférences dessus. Donc, si vous voulez voir ce qu'ils ont réussi à faire avec Ktor, Managing Complexity, c'est une très très bonne conférence. Très drôle le conférencier d'ailleurs. Et puis, comme je disais, Chantal Loncle qui présente Exposed et sa roadmap, parce que forcément, il mettait beaucoup l'emphase sur on reprend un peu le framework, on va y aller. Donc, je vous conseille ces deux conférences de 40 minutes qui sont très intéressantes. Et la chaîne YouTube de Kotlin aussi, en soi, il y a beaucoup de contenu dessus. Elle est vraiment bien. Donc, c'est le QR code, c'est la chaîne YouTube Kotlin officielle. Pour mon projet, vous le retrouverez sur mon GitHub. Le QR code emmène sur le projet. Donc, il y a des différentes branches, une branche init, une branche uniquement Ktor et une branche Expose. La branche principale, c'est la Expose, donc vous pouvez parcourir mon code final. Vous pouvez me faire des PR en me disant c'est pas bien ce que tu as fait. Je les prendrai avec volontiers. D'ailleurs, je pourrais dire que c'est un live roasting, si on pourrait le faire une fois. Ce serait drôle. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, vous utilisez le QR code pour le formulaire de retour. Et puis, c'est avec plaisir que je les prendrai. Une minute. Quand tu parles au niveau de la gestion de cache avec ouais. Quand on parle, est-ce qu'il y a des stratégies de cache busting ou c'est vraiment... Oui, tu peux reconfigurer complètement l'expose, lui donner vraiment des stratégies de cache, lui dire ne l'utilise pas du tout, par exemple, parce que là, tu te retrouves à utiliser juste des requêtes SQL à la fin de la transaction. Mais tu peux vraiment lui définir son cache et son système de fonctionnement. Il faut aller voir la documentation. Donc là, quand je disais que justement Expose avait besoin d'un peu plus d'amour, c'est que leur premier défi, c'était d'avoir de la documentation. Si on va voir ici, on va aller par là. C'est Expose justement le framework recommandé par Ktor pour faire de la base de données. Mais si on va voir sa documentation qui est ici, hop, forcément il m'envoie sur GitHub. C'est toujours un jeu de piste, ça. Hein. Voilà. Si on va sur la documentation, tu pourras tout retrouver dedans, mais elle reste quand même assez light, je trouve, pour un ORM, d'avoir aussi peu de documentation. Mais tout ça est documenté. Des fois, il faut rentrer dans le code. Des fois, il faut aller voir directement dans le GitHub. Mais tu peux modifier le système de cache de Expose. Follow-up question, mettons, on ne veut pas utiliser la stratégie cache de toute manière, mais faire Expose de dire, mettons, utiliser un compte caché. C'est une bonne question. Je pense que je n'ai jamais été à ce point-là dans Expose. Je pense que c'est possible. Après, c'est du caching vraiment dans le sens où quand il reçoit ton entité, il va vraiment la garder en mémoire et la redistribuer sans faire d'autres rappels de base de données. Mais quand tu la modifies, il a besoin d'aller faire sa requête. Donc, je pense qu'il a quand même besoin d'un minimum de cache qui soit proche de ce qu'il connaît. Donc, je ne sais pas si c'est possible de mettre autre chose. Tu penses à un Redis ou peut-être quelque chose comme ça. Et je ne sais pas si c'est possible, mais c'est à regarder. C'est une bonne question. Parce que dans le fond, ce
que tu as mentionné, c'est littéralement ça, c'est Redis. Mm. La base de données, c'est une modification qui change Ouais. dans Redis par rapport à ce qui a été changé. C'est vrai que j'ai jamais cherché à aller modifier le système de cache. Pour l'instant, il fonctionnait vraiment bien. Mais ça pourrait être c'est une bonne question. Je sais pas la réponse. Merci beaucoup. Merci à vous.